Bienvenue dans le podcast de Famio, un espace de discussion sur la réalité et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec nos collaborateurs, Marie-Josée Courval et Alexandre. Marie-Josée Courval, elle est travailleuse sociale, formatrice et superviseure dans les réseaux publics et privés. Puis Alexandre Francisco est psychologue, superviseur et aussi formateur. On a fait un premier podcast il y a 2 semaines environ sur le thème du cadre clinique qui a été vraiment super intéressant. On vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Puis on s'est dit que le deuxième sujet venait découler de soi, c'était la posture. La posture qui est un thème central que vous maîtrisez bien, puis je pense qu'il vous passionne, qui vous anime. Je vous laisse le thème sur la table. Donc, expliquez-nous aujourd'hui comment la posture fait tout son sens quand on parle de cadre et de thérapie. Ben, pourquoi? C'est une très bonne question, hein. Pourquoi c'est si central? C'est en fait dans nos expériences communes, Marie-Josée et moi, puis je pense qu'on n'est pas les seuls, la posture, c'est peut-être l'élément le plus important dans une psychothérapie ou dans quand je dis psychothérapie, j'inclus tous les gens qui sont dans une posture de relation d'aide. Je pense qu'on peut partager beaucoup de choses, même si on va être psychologue, TF, ergo, infirmière, psychoéducatrice, peu importe, infirmière, médecin. Donc on peut partager ça, que la posture, on pourrait dire l'ADN du soignant. On peut avoir différentes approches, on peut avoir différentes théories, mais on pourrait dire que c'est l'ADN du soignant et concrètement, mettons pour mettre la table, la posture, c'est quoi la posture psychologique, la posture de clinique du thérapeute? C'est en fait, des attitudes. Des attitudes qu'on a vis-à-vis soi-même, vis-à-vis le patient, vis-à-vis la théorie, vis-à-vis la psychothérapie. Donc c'est une série d'attitudes dont on est conscient et des fois, évidemment, des attitudes dont on n'est pas conscient, qui vont influencer notre façon d'écouter, de notre façon d'intervenir avec nos patients. Alors ça, à ce moment-là, ça devient central parce que c'est la colonne vertébrale de l'intervention. Et puis moi, plutôt comme pour le détailler un peu plus, je dirais qu'il y a 4 grands thèmes, sur lesquels à partir desquels il y a une posture. Donc la posture clinique en général, c'est l'ensemble des attitudes qu'on a face à la psychothérapie au patient lui-même. Mais si on les détaille un peu, il y a d'abord, et c'est peut-être pour moi la 1re, la plus importante, c'est d'abord la posture face à soi-même. Donc, comment on va se réguler soi-même comme thérapeute? Comment qu'on va se gérer? Quel genre d'écoute qu'on va avoir, et cetera. Donc, la posture vis-à-vis, comment on va s'écouter soi-même quand je dis l'écoute, là? Donc, c'est quel genre d'attitude qu'on va avoir face d'abord à soi-même. Ensuite, l'autre grand thème, c'est les attitudes qu'on va avoir, la posture qu'on va avoir face au patient. Hein, comment on va voir notre patient, comment on va le traiter, sur quoi qu'on va se baser pour l'écouter, comme quel genre d'écoute qu'on va faire, pour l'aider. Donc ça, c'est vis-à-vis les attitudes face au patient. Il y a aussi un autre point essentiel, c'est la posture de l'intervenant face à la théorie, face au cadre qu'on a parlé la dernière fois, face au dispositif de soins. Donc c'est quoi notre rapport au cadre, notre rapport à la théorie? Puis, en dernier, ça va être quoi les attitudes de l'intervenant face, au processus thérapeutique en général? Faire une évaluation, faire un suivi, terminer une psychothérapie ou en tout cas un épisode de soins. Donc pour moi, c'est les 4 grands thèmes qui mettent la table sur, pour approfondir un peu puis, discuter un peu plus en profondeur de ce que c'est pour chacun des 4 grands thèmes, qui recoupent la posture clinique en relation d'aide. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Ouais, Josée? tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. C'est bien, je suis, 100 d'accord. Moi, j'ai envie de dire aussi la posture, pour moi, c'est comment on se place à côté de l'autre, puis toutes les différentes catégories dont tu nommes vont nous mener à ça. Puis évidemment, on va parler de nous aujourd'hui, on va parler de l'autre, la relation à l'autre, mais comment aussi les aspects théoriques vont nous aider, hein, parce que, pour moi, la posture, c'est, l'équilibre entre notre cerveau puis notre cœur. Donc, comment on utilise notre cœur, mais comment on va tenter de faire sens aussi, théoriquement, avec les gens, ce qui est en train de se passer. Oui. Donc les 2 c'est important. Exact, c'est bien dit, hein, c'est une belle métaphore ça, hein, à la fois la tête et le cœur là, ça cohabite.
ben, peut-être que ça met la table sur la première posture, hein, vis-à-vis, soi-même. Alors ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'on dit: «Ah oui, il faut avoir une bonne posture face aux patients, face à la théorie», bien sûr, mais d'abord, à mon avis, la première posture qui est fondamentale, ça va être la posture face à soi-même et je résumerais peut-être 2-3 éléments centraux là, qu'on pourrait développer, mais la meilleure formule que j'ai, c'est la posture que l'intervenant doit avoir vis-à-vis lui-même, ça se résume à ceci: commençons donc à faire nous-mêmes ce qu'on demande à faire à nos patients, c'est-à-dire être réflexif, être connecté sur soi, travailler sur soi, d'avoir une posture de modestie par rapport à nous-mêmes, hein. Même si on a fait des études, même si on a travaillé en thérapie personnelle, tout ça, il reste qu'on a toujours à se réguler, à apprendre à se connaître et ça, on demande ça à nos patients. Fait que je pense que la première chose, c'est commencer de le faire. D'abord pour soi, mais pour les patients. Parce que, mettons, on va dire ça comme ça, les affaires que j'ai pas réglées moi-même, ça se pourrait que ça déborde sur le patient, puis je m'en rende même pas compte. Si je m'en rends pas compte, ben là, je suis en train de m'aider à travers le patient ou je suis en train d'aider mon patient pour de vrai, là. Et donc là, ça c'est un gradient, hein. On peut faire des petites erreurs, des moyennes erreurs, des grosses erreurs parce que on s'occupe pas bien de soi. Puis c'est pas l'idée d'être centré sur sa petite personne. L'idée, c'est d'être capable de s'écouter, savoir nos vulnérabilités pour pas, je vais faire mon psychanalyse, pour pas projeter ça sur le patient. Je vous annonce en grande primeur qu'on va tout le faire. C'est pas ça la question, c'est sûr que ça va arriver. C'est plus que quand ça va arriver, on va peut-être être aligné pour dire: «Ah mon Dieu, ah ça c'est moi». Puis bon, même des fois, on peut même, ça a des impacts bien concrets qu'on va dire au patient: «Écoutez, là, je l'ai échappé celle-là, désolé là». Donc pour moi, ça, c'est le cœur, je dirais, de la posture. S'il y avait un élément que je voudrais que tous les petits intervenants aient, c'est le travail sur soi. Peu importe l'approche, ça serait quelqu'un aussi qui travaille sur lui-même. Je veux dire, on a déjà le minimum. Qu'est-ce que tu en Se penses? connaître, en fait. Le Connais-toi travailler, toi-même, comme oui, c'est dirait, ça. Des fois, c'est aidant, tu sais, on a parlé de supervision déjà, c'est aidant d'avoir un miroir, d'avoir un reflet de ça, donc d'aller débriefer, d'aller, discuter de certains éléments. Parce que pour moi, les éléments de résonance, c'est des angles morts. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va venir, nous teinter, nous chercher. Les gens peuvent, venir nous rencontrer de manière volontaire, hein. Je pense que chez vous, on va dans ton bureau, Alexandre, on va te rencontrer. Tout le personnel soignant, évidemment, moi, c'est mes clients, le personnel soignant dans les hôpitaux, entre autres les cliniques, les GMF, les CLSC. Hem, les gens ne viennent pas chercher de l'aide. Ils se font soigner. Donc, les professionnels de la santé sont, constamment en lien avec des gens qui ne veulent pas nécessairement, être en relation avec eux, évoluer, cheminer. C'est pas nécessairement un besoin qu'ils ont. Ils veulent être soignés, simplement. Parfois, c'est en fin de vie, parfois, c'est des traitements, par exemple, curatifs de chimiothérapie. Peu importe ce que les gens font, on n'est pas nécessairement dans un volontariat. Donc, on peut être repoussé. Donc, la relation peut être constamment mise en échec quand on est un soignant. Les psychologues, les travailleurs sociaux, même chose également. Donc, qu'est-ce qui vient me chercher, moi? Tous mes éléments de résonance. C'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? La reconnaissance dont j'ai besoin constamment. Donc, de connaître ces aspects-là de soi, pour moi, c'est essentiel. Mais évidemment, on va en parler parfois dans les cursus universitaires, mais je vous garantis, les préposés aux bénéficiaires, quand elles font leur formation, on leur parle très peu de ça. Je pense que les psychosociaux, on a une tendance dans les formations à davantage parler de ça, mais encore, je ne suis pas convaincue qu'on met tant l'emphase là-dessus par rapport à la connaissance de soi, puis les éléments qui peuvent venir résonner en nous. oui, wow, ça, c'est important ça, ce que tu viens de dire là. Moi, ça me fait enchaîner justement sur peut-être deux éléments, fondamentaux de la posture face à soi-même. Heu, c'est aussi, je vais dire ça comme ça, les renoncements nécessaires, hein? On pourrait dire ça, mais c'est un thème qu'on a qui nous est cher à tous les 2, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler beaucoup, mais peut-être en nommer un ou 2. C'est une belle phrase par rapport quand on est face à la posture du soignant, il est confronté à des patients, puis tout ça et ça se pourrait qu'il y ait des fantasmes de guérison, des fantasmes qu'on va sauver nos patients, des fantasmes qui n'auront plus de problème, qu'une fois la thérapie finie, ben, ils soient corrects. Et puis, une belle phrase de Rakami, un psychanalyste qui dit: «Ben, il faut guérir de vouloir guérir». Hein, on peut soigner, on peut aider,
on peut aider les patients à se transformer, à aller mieux. C'est eux qui font le travail, eux, c'est les acteurs principaux. Moi, je dis ça à mes patients: «Vous êtes l'acteur principal, moi, je suis l'acteur de soutien». Mais il reste qu'au final, c'est pas on les sauve pas, on les guérit pas et ça, pour moi, ça fait parce qu'on peut tomber dans le piège de vouloir guérir à s'en rendre malade, là. Puis est-ce que quand on fait ça, est-ce qu'on est pas mal plus en train de vouloir se gratifier soi-même en pensant qu'on a des pouvoirs qu'on n'a pas ou qu'on pense qu'on a beaucoup plus d'importance qu'on l'imagine? Donc pour moi, ça, c'est un élément dans la posture face à soi-même de renoncement nécessaire qui sont douloureux, hein, je vous dis ça, moi je suis sur le même plancher que tout le monde, là. C'est pas facile, là. Moi aussi, j'ai le goût de guérir, Mmh. mais je pense que c'est un fantasme qui peut être pas mal plus destructeur parce qu'on pense que dans ces moments-là, justement, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas travaillé sur nous, hein, quelque chose d'une acceptation un peu de la réalité, des limites, du soin, même si ça peut changer des vies, la psychothérapie. Mais l'idée de faire le renoncement, cette espèce de fantasme de guérir nos patients, là. Je sais pas ce que tu en penses, hein? Ben, moi, ça m'amène à dire qu'il faut accepter de décevoir. Que j'ai Il faut parlé du volet réseau de la santé, mais moi, j'ai une pratique et je supervise des gens qui rencontrent des familles, hein. Donc les parents qui viennent nous amener des difficultés, donc guérissez ou soignez mon adolescent et mon enfant. Ah oui. Il faut rapidement accepter les limites de notre métier, construire évidemment avec les familles elles-mêmes, hein, parce qu'on peut pas, je peux pas prendre un enfant et l'amener au garage, il va être tout guéri. Mais ça, c'est le souhait des gens, donc il faut accepter de décevoir. Mais ça, c'est accepter nos limites avant tout. Tout à fait, c'est comme si la balance entre l'empathie de dire: «Hey, tu sais, on pourrait dire quelque chose comme: "Hey, j'aimerais tellement ça, vous régler tous vos problèmes d'un coup et mon Dieu que je suis pas capable de faire ça, mais peut-être que si on travaille ensemble, puis peut-être Exact, avec empathie, avec te dis avec autant avec le cœur qu'avec la tête, peut-être qu'on va pouvoir faire de quoi dans la dynamique familiale." exact. Et On va puis travailler ensemble on pour va tra essayer de trouver une exact. forme d'harmonie. C'est comme si on peut tolérer ce genre de renoncement-là parce qu'on est solidaire avec nos patients, parce qu'on est empathique, parce qu'on veut les aider. On continue d'être là même quand c'est difficile, puis je trouve que ça amène l'autre élément pour moi qui est très important dans la posture face à soi-même, c'est aussi, de tolérer ce que j'appelle l'impuissance fondamentale. C'est-à-dire qu'on a plein de compétences, on a plein de stratégies, on peut avoir de l'expérience, mais moi, j'ai appris, j'imagine que qu'on a eu dans les mêmes zones d'apprentissage, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que au final, celui qui décide, c'est le patient. Et ça, c'est ce respect-là de la liberté du patient, ce respect-là d'accepter qu'on est fondamentalement impuissant parce que le patient, on peut faire tout ce qu'il faut, il peut partir, il peut quitter la thérapie. Il y a des patients qui font des passages à l'acte grave, il y a des patients qui vont se suicider. Même si on a fait la meilleure thérapie au monde, même si on a fait le plan de crise, qu'on a tout fait ça, au final, c'est pas nous qui décidons ça. Et si on ne tolère pas de cette impuissance-là fondamentale, ça va faire des interventions qui sont beaucoup plus pour nous rassurer, nous, les intervenants, que le patient. Je leur donne mon exemple de mon étudiant qui devant une patiente suicidaire, il fait 3 contrats de non-suicide. La patiente n'est jamais revenue. Il arrive dans mon bureau en panique. Je vous épargne les détails, mais qu'est-ce qu'il réalise? C'est qu'au fond, c'était bien de faire un contrat de non-suicide. On peut faire ça, on peut ne pas en faire, mais au fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait beaucoup plus pour lui que pour la patiente. Et la patiente le sentit, là. La patiente le sentit que c'était pas pour elle. Mais lui, puis avec l'angoisse après, mais en même temps, il y a eu une grande leçon, hein. C'est comme puis j'ai plein d'empathie, moi, pour les comptes transferts. Je les ai toutes, moi aussi. J'ai fait les erreurs, puis je m'enferme dans mon compte transfert. L'enjeu, c'est d'être capable de le reconnaître pour dire: «Ah oui, dans le fond, j'ai fait ça plus pour me rassurer». Et quand on fait ça pour se rassurer, c'est comme si ce que ça peut faire souvent, c'est comme un vote de non-confiance au patient. Il y a le risque de l'infantiliser, mais ça, c'est bête, tout ça il peut être tout enrobé, mais il reste quand même, c'est une forme d'invalidation. Donc moi, pour ça, je dis ça à mes patients: «Vous savez, c'est pas moi qui va coller la chute. Tout faire pour vous aider. On va avoir un plan». Évidemment, j'exclus les situations d'urgence quand la vie est menacée de façon imminente, là, ça va de soi que là, il y a une intervention. Mais sinon, je pense que mais ça ouvre sur une posture d'écoute, puis sur une posture de régulation de soi pour être capable d'accueillir l'autre. Mais je trouve ça quand même déstabilisant tu sais, ce que vous êtes en train de dire, là. Parce que c'est comme si on se met dès le début, un peu comme en posture d'échec.
Parce qu'on sait que malgré tout ce qu'on a fait comme apprentissage, la théorie, l'école, l'expérience, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas, qu'on ne se rende pas où on veut. Ça doit être extrêmement frustrant à vivre. Ça doit amener une remise en cause, une remise en question de l'intervenant constante face à sa pratique et la posture qu'il prend face à son client. Ben oui, tout à fait, mais je dirais que l'échec, ça serait l'échec, ça serait justement, de ne pas se réguler. L'échec, ça serait de croire dans la guérison. L'échec, c'est de se rassurer à travers le patient. Je dirais que puis même je dirais, puis j'en rajouterais, pour rajouter à ton choc, je dirais que c'est la question aussi de renoncer à être valorisé par nos patients. Que si tu t'attends que tu vas sauver tes patients, puis que tu n'arrives pas à les sauver, comment ça va virer la thérapie? Hein, il y a des fins de thérapie abruptes, hein? Il y a toutes sortes de messages que les patients, ils sentent là, qu'ils reçoivent, là, puis ils ne savent pas trop c'est quoi, puis ils quittent. Mais la question aussi de la valorisation, à mon avis, puis tu me diras que tu en penses, mais c'est la question de on ne va pas chercher notre valorisation par la reconnaissance du patient. Ceux qui ont besoin le plus d'être vus, c'est nos patients. Ils sont là pour ça. Nous, on a le devoir de les voir dans tout ce qu'ils sont, hein, dans leur bon côté, leur moins bon côté. Il ne faut pas aller chercher la valorisation dans la gratitude des patients. Il faut aller chercher notre satisfaction dans les conditions qu'on leur offre pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent être plus réflexifs, plus en contact avec eux, pour qu'ils s'approchent de leur objectif thérapeutique. Là, comme tu as raison, hein, c'est déstabilisant. C'est comme, ah ouais, tu commences ta job de psy, il faut que tu fasses des deuils. J'ai envie de dire oui. Puis c'est probablement, c'est ce qu'on vous propose, c'est qu'on pense que c'est la posture qui est la plus humaine, puis peut-être la plus, je dirais, pas comment l'appeler, là, comment la dire, performante d'une certaine façon, mais au sens d'être capacité d'écoute, de qualité de présence auprès du patient, là. Oui. Le processus thérapeutique. Est-ce que j'ai redéfini la demande avec eux? Est-ce que j'ai été bienveillant aussi, hein? Cette posture d'écoute et de bienveillance, je pense que c'est là-dessus qu'on doit se raccrocher. Est-ce que j'ai pogné les nerfs? Là, je ne serais pas contente envers moi. Est-ce que je suis demeurée à côté des gens? Est-ce que j'ai fait mon possible? Qu'est-ce qui m'appartient? Est-ce que j'ai été à la bonne place avec eux? Est-ce que je suis restée à côté d'eux? C'est ces processus-là, pour moi, qu'il faut constamment avoir en tête, plus que la reconnaissance. Puis pour avoir travaillé longtemps avec les familles, pour ma part, il y avait plusieurs parents qui n'étaient pas contents de ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas réparé. Est-ce que j'ai continué à être à côté d'eux avec bienveillance? Oui. Est-ce que j'ai bien encadré la situation? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir résonner après chez les gens? Peut-être. Parce qu'on ne le sait pas ensuite. Les gens vont rebondir comment des interventions qu'on fait. On peut avoir l'impression que c'est un échec, mais en effet, ce n'est pas nécessairement un échec. On n'a pas été valorisé ou on n'est pas content nécessairement. Les gens ne sont pas contents. Puis je dis les parents, mais ça me fait penser aussi dans les équipes interdisciplinaires dans le réseau de la santé, comment les intervenants psychosociaux reçoivent des commandes aussi, hein? Nous, en soins palliatifs, fais-le cheminer, là, pour qu'ils acceptent la mort, c'est un peu le pain quotidien. On peut décevoir, hein, aussi nos collègues de travail parce que la personne, elle n'accepte pas de mourir. Parce qu'en effet, je n'ai pas le pouvoir sur elle. Mais comment moi, je sais si j'ai bien fait mon travail, est-ce que je suis allée au bout des choses? Faut se fier à cet instinct puis cette analyse-là qu'on fait de notre Ben oui, tout travail. à fait. Puis ça rejoint un peu ton choc. Tu as dit ton choc quand tu dis, mon Dieu, je suis déstabilisé. Je pense que ça, c'est une phase nécessaire que les thérapeutes doivent passer et les patients. C'est-à-dire qu'ils soient déçus puis qu'ils vivent un sentiment d'échec. Il y a quelque chose de il y a un potentiel de croissance là-dedans. Et seulement si la posture du thérapeute est capable de faire en sorte qu'il y ait des attitudes de tolérance, puis qu'il voit le potentiel de ces sentiments-là d'échec. Je sais pas vous, moi j'ai appris beaucoup de mes échecs. C'était pas le fun. Donc, c'est un peu la même chose en psychothérapie. C'est des expériences qui déstabilisent le patient. Tu sais. Ben là, vous n'allez pas me donner une recette, là, vous n'allez pas me donner des conseils. Non. Je sais pas comment vous dire ça, mais non. Donc, ça, pour moi, c'est des chocs ou des épreuves qui sont nécessaires, même si sur le coup, c'est dur pour les thérapeutes et pour les patients, toujours dans la mesure où notre intervenant, intervenante garde une posture suffisamment bonne par rapport à on pourrait dire, la régulation de toutes ces souffrances-là. Là. Puis, tu sais, est-ce que l'intervenant en parle de ça à son client?
qu'il vit ça, ce sentiment-là parfois, puis qu'il peut même trouver très difficile lui-même comme personne dans sa relation avec lui-même. Comment, comment est-ce qu'il doit adapter justement sa posture? Est-ce qu'il sent ça? Puis même lui-même, il va des transferts contre transferts. Qu'est-ce qu'il peut amener dans la thérapie ou dans l'intervention avec ses clients pour être capable lui-même, à quelque part, de replacer sa posture à travers l'évolution qu'il va faire avec une famille ou avec Ben, pour une répondre au à ta première question, dans ta question sur est-ce qu'on en parle, moi, mes ressentis, mes hypothèses, mon sentiment d'être à côté des gens ou pas à côté des gens vont me servir à poser des questions et à utiliser dans la discussion ces éléments-là. Moi, je vais pas évidemment, il y a des gens encore plus fragiles avec lesquels je fais pas ça du tout, là, mais en général, je vais pas parler de ça avec les gens. Je vais parler de, «Ah, j'ai cette impression-là, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là quand on a parlé de ça? Est-ce que vous m'avez senti comme ça?» Je vais utiliser mes émotions dans ce qui se passe, mais je vais pas me mettre sur la table: «Voici comment moi je me sens», comme si j'aurais l'impression un peu de parentifier aussi. Je veux pas que la personne ou la famille des parents porte ce que je vis, mais je vais certainement l'utiliser à poser des questions puis aller à des endroits avec eux, surtout en termes d'hypothèses. Effectivement, mais dans le fond, il faut que si on dévoile quelque chose de nous, on dévoile pas notre vie personnelle, mais on peut dévoiler des états intérieurs. On pourrait dire: «Ah, je me suis senti comme ça avec vous aujourd'hui dans notre rencontre familiale, ta, ta, ta». Il faut qu'on soit au clair avec l'intention, pourquoi qu'on le fait, puis à qui on le dit. Il y a certains patients, on ne fera jamais ça. Beaucoup trop, il y a trop de fragilité, fragilité, puis que ça peut venir brouiller un peu trop les limites. Mais je pense que c'est surtout l'intentionnalité pourquoi on le fait. Ça peut prendre aussi, sans le dévoiler comme ça, on peut avoir des formules, mais tu vois que ça prend la posture qui vient avec. De dire, mettons, je te parlerai à toi, Jean-François, écoutez, Jean-François, quand je vous écoute me parler de ce qui vous est arrivé, là, pour avoir bien la peine pour vous. Ça me touche, qu'est-ce que vous me racontez. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ça me rappelle des choses dans mon propre histoire, à moi, dans mes traumas, Mmh. moi, mais je m'appuie là-dessus, puis je m'appuie sur mon ressenti sans faire un grand dévoilement, mais au service. Dans le fond, il faut que l'intervention soit toujours au service du patient. Puis ça, on a des théories, justement, qui nous aident, des dispositifs de soins qui peuvent nous aider, justement, pour, pour avoir des guides, pour ne pas faire trop de dégâts, je vais dire ça comme ça, mais pour nous orienter dans nos. C'est peut-être un autre élément dans la posture, le rapport au dispositif, au corps, puis à la théorie, là. Oui, exactement, mais allez-y, continuons sur ce thème-là, au niveau des dispositifs de cadre et de la théorie. Là, qu'est-ce qu'on en pense quand on fait des liens avec la posture? Ben, peut-être j'enchaînerai sur la théorie, peut-être. Mais faudrait que parce qu'on vient j'ai tombé dans nos associations, là. La théorie, des fois, de la mauvaise presse. On va bon, la posture face à la théorie. Au moins, j'ai entendu ça beaucoup dans la vie. Oh, la théorie, là, c'est du pelletage de nuages. La théorie, c'est pas du pelletage de nuages, c'est une carte géographique. C'est une carte géographique de la psychothérapie, c'est une carte géographique de la psyché du patient. Une carte, ça donne pas la théorie, c'est comme une boussole. Ça ne donne pas le chemin exact, mais ça te donne une direction. Fait que quand tu es pogné dans le bois avec une boussole, tu le sais que tu vas t'en aller vers le nord, mais le chemin que tu vas prendre, ça va être, tu ne peux pas le prévoir. Donc, c'est exactement la même chose, sauf par rapport à la théorie. On ne peut pas coller sa théorie et dire que la théorie, c'est la réalité, mais on ne peut pas faire, à mon avis, à notre avis, tu me diras, faire de la psychothérapie sans avoir de boussole théorique. Et ça va même jusqu'à c'est une théorie qu'il faut remettre en question à chaque fois, hein. C'est pas comme on a une théorie, puis ça va être la même affaire dans 50 ans. J'espère qu'on va avoir évolué puis raffiné nos théories. Mais pour moi, ce qui est central là-dedans, par rapport à la théorie, c'est que non seulement c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est surtout la possibilité comment je pourrais dire ça, c'est euh, d'utiliser la théorie comme source d'empathie. Là, on va dire, voyons donc, la théorie, c'est rationnel, ça, puis ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu dis là de l'empathie dans la théorie? Bien, je vous donne un ou deux exemples, puis ça, tu dois en avoir plein, mais par exemple, quand on commence on pense par exemple à des personnes très violentes, qui sont très violents avec les gens, qui peuvent abuser, voire agresser les personnes, les gens vont avoir tendance, mais puis j'inclus les thérapeutes, à dire, oh mon Dieu, c'est ça, c'est un agresseur. Hein? Évidemment, on est sympathique à la victime, puis tout ça.
Mais quand on a la théorie psychanalytique de dire que quand on subit des traumas dans l'enfance, on a tendance à les faire subir une fois adulte, il fait subir ce qu'il a subi. On n'est pas en train d'excuser l'agression. On n'est pas en train de banaliser ce qui est arrivé à la victime. Mais on est en train d'essayer d'aider cette personne-là à pu le refaire. Puis j'ai cette théorie-là dans ma tête. Ça me donne un peu plus d'empathie. J'endosse pas, je ne l'applaudis pas. Mais justement, ça va pas faire des interventions où on va pas juste le réduire à son geste. On va lui donner de l'espoir pour dire, ah oui, lui, il est en train de faire subir ce que... Ah, c'est un peu comme un principe qu'on connaît en psychanalyse. Donc, c'est comme juste un exemple où, dans la posture face à la théorie, si on a une espèce de rejet de la théorie, puis moi, je suis concret, puis je suis sur le plancher, il va manquer de quoi? Il va manquer de repères. C'est comme s'en aller dans le bois, pas de boussole. Bon, je sais pas si, évidemment, c'est tout ça, c'est des propositions, là, c'est pas des certitudes, là. Ben, ça me fait penser, Alexandre, la théorie va particulièrement nous aider dans les situations complexes. Parce que quand ça va bien, ça va bien. Je sais pas. La théorie est discrète quand ça va bien. C'est sûr, puis tu sais, justement, on est dans la pratique, ça va bien, les gens avancent, tu sais, qu'on soit en bureau, qu'on soit, en train de soigner, à l'hôpital ou au CLSC à domicile, ça va bien. Puis c'est quand il y a une forme de complexité, on est bloqué ou on se sent, impuissant, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, la théorie va venir nous aider. On a quelque chose sur lequel, s'ajuster ou s'appuyer un petit peu plus. Justement, comme dans l'exemple que tu donnes, c'est ça, tu sais. Si on fait juste se fier à nos émotions, l'autre personne, on a le goût, tu sais, comme de la rejeter, même de fesser dessus un peu probablement, là, exactement. Donc c'est dans ces moments-là où on se Le ressent moins confronter, puis le passer au bienveillant cash, ou ben oui. engagé envers les gens. Là, la théorie, les concepts théoriques vont venir nous donner un coup de main. Quand on travaille avec les familles, on va travailler, par exemple, à s'imaginer pourquoi cette famille-là, dans un contexte de fin de vie, par exemple, va se chicaner autour du mort, hein. On voit la personne en train de décéder, puis il y a des grosses, grosses chicanes de famille. Bon, il y a aucun sens là-dedans. Là, on devient fâché, la fille est pas fine, la belle-mère a pas de bon sens. Ce monde-là, ils ont pas d'allure. Alors qu'au final, quand on se met à réfléchir en gang, puis on se dit: «Ah ben peut-être qu'il y a un sens pour eux». On va essayer d'explorer le sens. Ça serait quoi nos hypothèses? Comment on peut poser des questions à cette fille, à cette belle-mère, à ces gens autour pour essayer de les comprendre? Et en fait, la théorie vient nous amener un pas de recul dans les situations. Donc on va moins agir rapidement, on va réfléchir davantage, puis il y a des concepts qui vont venir nous aider à, poser des bonnes questions aux gens, donc se rapprocher d'eux. C'est tellement important ce que tu dis, là. Effectivement, puis ça amène aussi la question, je sais pas si, moi, je pense en tout cas, ça va aller dans le sens de ce que tu dis. Un autre élément dans la posture, c'est celui de l'incertitude fondamentale par rapport aux états intérieurs de l'autre. On pourrait dire: «Ah, mais nous, on est des experts, des intervenants». La réalité, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de l'autre. On peut avoir des hypothèses, on peut faire des suppositions, mais justement, parce que pour faire des genres d'intervention que tu viens de dire en disant: «Attends une minute, là, ils ont l'air bien énervés, puis elle est donc bien désagréable, la belle-mère, puis tout ça». On ne sait pas ce qui se passe dans son esprit. Si on arrête en disant: «Elle est désagréable», on vient de la canner dans une représentation très réductive, ré rédu réducte, en tout cas, rudimentaire, non? Limitée, merci, monsieur Rich. Laisse ton micro ouvert. Limité, limité, merci. Mais l'autre qu'on doit tolérer une autre affaire fondamentale qui est l'incertitude fondamentale par rapport à ce qu'on pense de notre patient, c'est juste des hypothèses. C'est très difficile de garder ça. Des fois, on peut avoir des très bonnes hypothèses, mais dans l'exemple que tu donnes, tu ne peux pas faire cette intervention-là de recul si tu dis: «Ah, moi, je sais comment elle est la belle-mère, puis je le sais comment elle est la fille. Oh, j'ai déjà vu ça». Là, on vient, je vais dire, je mets ça entre guillemets, assassiner le patient, là, on l'a condamné. Versus, je vais aller explorer parce que je ne le sais pas dans le fond. Puis même nous autres, nos propres états, je ne sais pas vous, mais des fois, moi, je pense que je me sens de même, puis 1 heure après, c'était pas de même que je me sentais. Donc, cette posture de modestie puis de tolérance à l'inconnu, c'est un autre choc. C'est une autre façon d'être déstabilisé, mais ça nous ouvre vers une vraie écoute de l'autre. Puis une curiosité, puis un intérêt pour l'autre, parce que si je ne le sais pas, je vais poser des questions. Je vais me mettre à écouter. Fait que ma posture d'écoute va changer. Ben, c'est un petit peu là-dessus que, tu sais, la question qui m'émergeait, c'est, ben, on ne peut pas avoir toutes les théories. Hein? Puis c'est pas tout le monde qui a le même bagage comme intervenant au niveau de la théorie, au niveau de, tu sais, donc comment qu'on fait lorsqu'on sent
qu'on est limite, puis que là, comme on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui se passe là, dans la tête de notre patient, de notre client ou dans la famille. Comment on fait pour s'appuyer sur la théorie, mais si on ne l'a pas toute, la théorie? Comment vous vivez? Vous êtes des superviseurs, vous êtes des formateurs. Comment vous réagissez à des gens que vous voyez que peut-être qu'ils n'ont pas tout le bagage théorique pour faire face à une situation? J'allais répondre la supervision, en fait, tu sais, quand on est, on parle, Alexandre et moi, qu'on est passionnés de la posture, du cadre, c'est que souvent dans les situations, heu, c'est ces éléments-là qu'on va aller travailler avec les gens. Donc, on n'a pas besoin de tout savoir, les théories. Chacune des personnes, a son approche théorique. Moi, évidemment, j'ai toujours, respecté moi, je suis d'approche systémique à la base, hein. J'ai toujours respecté les différentes approches, les différentes théories des gens. Hem, donc l'objectif, c'est pas d'en avoir juste une ou de tout savoir, c'est de savoir se développer, être en relation. La posture, pour moi, c'est fondamental. Après ça, on peut être intéressé par certains aspects plus théoriques, dans certaines branches. En fait, on va aller développer, qu'est-ce qui nous intéresse, mais pour moi, c'est pas, être dans un savoir, heu, clinique continu et je vais dire universel, qu'il faut avoir un bagage théorique complètement rempli. Je pense qu'on prend qu'est-ce qui nous intéresse puis qu'est-ce qui nous colle aussi, évidemment, comme intervenant. Tout à fait. Puis ce que ça dit, moi, c'est ce que je dis toujours pour répondre à ta question, c'est on faut faire ce job-là en gang. Mmh. On peut pas faire ça tout seul. C'est quasiment mortifère parce que tu pourras jamais survivre à ça. Tu vas l'intervenant pourra en avoir vu, hein, qui arrive déprimé, désabusé. Les patients, Je suis ils sentent d'accord. bien que le psy, il va pas bien, puis ils quittent la thérapie, ils savent pas trop pourquoi, parce que justement, ils sont isolés. Mmh. Donc, la question que tu as posée, elle est tellement pertinente parce que ça nous touche tous. Au-delà de la théorie, on rencontre tout le temps nos limites à un moment donné. On va pas bien, on va moins bien. Un patient qui fait oh, qu'on a plus de difficultés. Moi, la clé, c'est on doit jamais. Dans le dispositif, parce qu'on parle du dispositif de soins puis du cadre, on a parlé la dernière fois du cadre pour le patient, mais on a aussi évoqué l'idée que le cadre est pour le thérapeute. Et dans son cadre à lui, il doit avoir sa gang, que ce soit des collègues, des superviseurs, puis tout ça. Puis on le voit en supervision, moi, je supervise des gens de toutes les approches, pas nécessairement psychodynamiques, mais ce que je vois dans les dernières années, c'est que je vois à quel point je passe mon temps à corriger la posture. Comme mettons, puis là, je le schématise. Ah, là, je le dis pas de même, là, mais disons pour faire un cours. Ah, j'ai l'impression que tu n'aurais pas ton intelligence fondamentale. Là, mes superviseurs me regardent avec des gros yeux dans ce temps-là. Là, encore une fois. Je dis, ben oui. Ah, je suis tombé dans ça. Ah, fait que donc, je corrige, là, comme mon ostéopathe, là. Tu sais, là, t'as mal à l'épaule à gauche, puis là, c'est ton orteil droit qui est pas bien placé, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose au niveau psychique. Il faut qu'on fasse ça en gang. Il faut aller en supervision. Il faut se former. Il faut s'exposer. La question, c'est pas de savoir si on va rencontrer nos limites, qu'il nous manque la théorie. On va les rencontrer. C'est comment on va réagir face à ça. Puis ça, pour moi, dans la posture face à la psychothérapie, c'est essentiel de faire ça, là. Pour avoir vu des personnes souffrir, des soignants qui souffrent, là, puis qui dépriment, puis qui finalement retrouvent le plaisir de travailler parce que on a ajusté la posture. Oui, puis on avait abordé une fois à la Fémio, c'était une œuvre de la fatigue de compassion, là. Exact. Puis l'élément qui était sorti, c'était assez simple, c'est de sortir de son isolement, puis aller chercher des ressources, des collègues, dans la vie personnelle et professionnelle, tout ce qui nous entoure, tellement utile. Comme ça, on n'arrive pas seul dans le bureau, on arrive avec tous ces gens-là, puis ça nous donne certainement un peu plus de force. Exact, et ça me fait penser à une anecdote. J'avais une jeune qui avait vraiment une bonne, c'était déjà une bonne intervenante. Puis elle me dit, mais comment tu fais pour être aussi calme avec tes patients? Tu sais, avec la clinique, tu sais, je t'inquiète pas, je dis que j'étais bien, bien anxieux au début, tu sais. Mais j'ai trouvé que sa question était bonne. Puis j'ai dit, ben, en y réfléchissant, parce qu'elle pose des bonnes questions, hein, nous, superviser, nous forme aussi, hein. Fait que j'ai dit, ben, je dis, écoute, je pense que, tu sais pourquoi je suis plus calme, c'est que au fond, je suis pas excuse-moi, tu pas tout seul. Ben, je dis: «Oui, je suis tout seul dans mon bureau, mais à l'intérieur de moi, j'ai tous mes mentors, puis mes profs que j'ai rencontrés, j'ai toute ma gang de patients». J'ai dit: «Ils sont vivants à l'intérieur de moi». Je dis ça même à mes patients. «Hey, vous savez, j'ai déjà eu un patient qui m'a dit», d'abord protégeant la confidentialité, mais j'ai un patient qui avait vécu telle affaire, puis là, ça genre, un exemple, ça aide mon patient que j'ai devant moi. Donc c'est ça que j'ai dit, dans le fond, j'ai toute une gang avec moi, fait que je suis pas vraiment tout seul. Ils sont tous à l'intérieur de moi.
Mais je trouve que justement, c'est le fruit du privilège que j'ai eu de rencontrer tous ces patients-là, puis mes collègues, puis justement que je continue de rencontrer puis de découvrir. Là. Fait que, Ouais. Je veux hein? juste ajouter, la gang, c'est aussi nos collègues de travail, tu sais. Jean-François, chez Familiaux, on veut aussi un travail interdisciplinaire. Tu sais, parfois, quand on fait face à la complexité dans un système de famille, par exemple, ça peut être aidant. Si moi, je vois un ado, qu'il y ait quelqu'un aussi en parallèle qui voit les parents. Puis, tu sais, le travail interdisciplinaire dans le réseau de la santé, c'est la même chose. Ça nous aide à faire face à la complexité, donc à ne pas porter seul avec nos clientèles qui sont parfois un petit peu plus complexes, corsés, qui nous mènent à mal un petit peu plus relationnellement. Donc, la gang, c'est nos mentors, c'est nos formateurs, c'est nos collègues de travail qui peuvent aussi soutenir les situations cliniques. Wow, c'est super intéressant, super riche. On a parlé tantôt d'un quatrième. Oui, ça veut dire la posture par rapport à la thérapie en général. Je peux peut-être glisser 2, 3 mots, puis on échange là-dessus. Moi, ce que je vois surtout en psychologie, en psychothérapie, c'est comment que beaucoup de psys n'aiment pas faire l'évaluation. Ils veulent bypasser l'évaluation, soit que ça s'étire, puis ça devient comme une psychothérapie non officielle encore, ou ils moi là-dessus, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais pour moi, la posture face à la psychothérapie, c'est qu'on peut pas faire l'économie de l'évaluation. Même si nous, comme soignants, on a donc bien hâte de faire de la thérapie, tu sais, puis je comprends parce que moi aussi, j'ai bien hâte, mais je vois ça beaucoup. On peut pas faire l'économie de l'évaluation. Puis je donne juste un exemple. Encore une fois, c'est un patient, il est un jeune ado, il arrive à l'urgence, puis il avait 13, 14 ans. Et puis, le psychiatre l'accueille à l'urgence. Il est suicidaire, puis ça va pas bien, tout ça. Puis après 10 minutes, le pédopsychiatre il commence à lui donner des conseils. Il commence à lui dire qu'est-ce qu'il pourrait faire. Après 10, 12 minutes d'entrevue. Et l'ado lui répond, j'étais pas là, c'est le psychiatre, le pédopsychiatre me l'a raconté. L'ado lui répond, hey, c'est pas bien bien restaurant, ça fait 10 minutes que tu me connais, puis tu commences à me dire comment il faut que je gère ma vie. Boum! Hein? Fait que là, hein, lui, je pense que j'ai confiance dans cet ado-là, puis j'ai été capable de répliquer comme ça. Puis le pédopsychiatre qui me racontait ça, évidemment, il a appris une leçon, tu sais, on en apprend toujours des leçons. Je trouvais que ça illustre extrêmement bien la valeur de l'éval. Souvent, je vois des soignants pressés. Ils veulent tellement aider tout de suite, mais si on ne prend pas le temps de faire une éval, construire des hypothèses, proposer ça à notre patient, savoir qu'est-ce qu'il en pense, établir un objectif thérapeutique. C'est une thérapie de soutien ou on fait de l'hémodialyse psychologique, là, on fait juste, pas juste, mais on fait du soutien, mais il n'y aura pas vraiment de changement, ou on vit une thérapie où il va y avoir un objectif où la personne veut changer des choses. Et pour ça, il faut faire une évaluation. Et pour moi, ça, c'est comme juste un des éléments. Puis ça se poursuit dans le processus thérapeutique où on va appliquer justement notre posture qu'on a parlé tantôt, d'écoute, de notre posture de tolérance à l'incertitude, tolérance à l'impuissance fondamentale, appuyer sur nos théories puis nos repères pour être empathique. Puis je sais pas comment tu te voyais, là. Et moi, Alexandre, je suis une obsédée du processus thérapeutique. Et les gens qui écoutent, qui me connaissent, savent comment je suis obsédée par le circuit de la demande et la demande. Et donc, oui, le circuit, parce qu'entre autres, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les équipes interdisciplinaires et les familles, hein, d'où arrive la demande. Je ne prends pas pour acquis une demande comme ça. Je vais la travailler, je vais voir d'où ça arrive. Tu sais, est-ce que c'est l'école qui ne sont pas contents? On nous envoie un jeune, les parents ne savent pas trop. Fait que tout le circuit de la demande et la demande elle-même, la travailler, la construire avec les gens aussi. Donc, de ne pas prendre les commandes ou les demandes pour acquis dès le départ. Donc, tout ça fait partie de l'évaluation et quand on fait bien ça, on s'économise tellement, tellement beaucoup d'impuissance, d'incertitude, parfois d'échecs, parce que quand on bypass ou on n'est pas sûr dans quoi on n'est pas certain de notre évaluation, on risque de perdre du temps après ou de ne pas être dans la bonne affaire. On n'est pas dans la bonne track nécessairement. Donc, moi, je suis obsédée des débuts. Ça sera peut-être un futur podcast. Et je suis une obsédée des fins aussi, des fins. Puis évidemment, j'ai beaucoup appris de mon métier, en pédopsychiatrie, mais également en soins palliatifs et de travailler les fins, c'est fondamental. Moi, en plus, perso, dans ma vie, j'ai botché des fins. Moi, dans mon milieu familial, on n'a pas appris à faire ça. J'ai appris ça à l'âge adulte, puis d'ailleurs, mon travail en soins palliatifs a beaucoup aidé parce que je ne pouvais plus éviter les fins, en fait, parce que mon travail, c'était de les accompagner, les fins. Donc, la fin, elle est super importante.
même quand parfois nos clientèles, nos usagers, nos patients botchent des fins, moi, je vais m'assurer que pour moi, elle n'est pas botchée, la fin. Donc, ces processus-là, pour moi, sont très intéressants. Bon, c'est beau comment tu l'expliques, hein? C'est touchant, hein, parce que on est comme dans des enjeux de fond, là, par rapport au processus thérapeutique, là. Je reviens sur le début, Marie-Josée, sur le travail à la demande, tu sais, puis elle supervise beaucoup des jeunes aussi qui sont en pratique privée. Ouais. Tu sais, puis si souvent on en a parlé ensemble, un peu le rapport à l'argent, le sentiment d'importance, donc le client arrive, il paye. Puis, tu sais, des fois, il y a une tendance à vouloir faire les choses rapides. Lorsque les gens viennent en psychothérapie, il y a comme déjà une idée préconçue que ça va être comme on s'engage dans un processus. Oui. Alors que dans certains cas, lorsqu'on n'est pas en psychothérapie, mais dans une intervention psychosociale, par exemple, dans d'autres types d'interventions, il y a cet empressement-là qu'on peut voir. Comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu observes ça? En fait, tu sais, quand on parlait plus en début de rencontre aujourd'hui sur la posture, se connaître, mettre des limites, ne pas attendre la reconnaissance, accepter de décevoir parfois, d'avoir une posture comme ça, de porter nous-mêmes l'importance de l'évaluation de la demande. Déjà, on est dans une posture où on prend notre place face à l'autre. Donc, plus qu'on en est convaincu, plus qu'on va arriver à travailler ça. Quand je commence à me sentir gênée ou porter la pression, parce que c'est ça qui peut se passer. Il y a un parent qui paye, il veut que ça aille bien rapidement parce qu'il est en souffrance maintenant. Et en plus, il y a la notion des sous là-dedans, hein, en pratique privée. Donc, je te paye. Et ceci étant dit, c'est pas d'être riche, pauvre, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un élément de la relation thérapeutique, l'argent. Mais ça se peut qu'on se sente un peu imposteur. Mais évidemment, en supervision, moi, quand on parle de ça, là, je suis allée vite parce que là, il fallait, tu sais, le parent est en souffrance, par exemple, il faut que j'aille vite. Puis après ça, je trouve que je ne suis pas dans les bonnes affaires. Puis finalement, j'aurais aimé ça travailler plus avec le parent qu'avec l'enfant. C'est peut-être pas si pertinent. Quand je vais trop vite, je ne suis pas content. Donc, souvent, la personne va présenter dans la supervision, mais ça fait déjà un petit bout de temps, là. Le début, la demande, elle est déjà passée. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur le sentiment d'imposture, prendre sa place face à l'autre. Donc, c'est la confiance de ce qu'on fait, de prendre son temps. Donc, il y a un aspect vraiment de confiance à travailler et ça va être d'aller retravailler la demande, et de se sentir à l'aise de le faire aussi. Donc, c'est ce qu'on va travailler c'est ce que je vais travailler avec les intervenants en supervision. Retravaille ta demande. Fais un mea culpa. Tu as le droit de faire ça, là. Tu as le droit de dire, hey, il me semble que ça ne marche pas, notre affaire, là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour vous, pour votre enfant, pour moi. On revient en arrière, on va retravailler des choses. On retravaille la demande. Ça, c'est tellement important parce que ça ouvre dans le fond, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, ça ouvre vers l'affaire la plus essentielle, qui est la posture d'accompagnement du patient. C'est-à-dire la posture du thérapeute envers le patient. Donc, la posture d'accompagnement, je trouve que moi, je la résumerais comme ça, c'est-à-dire ni en avant du patient, ni en arrière. Puis quand j'ai entendu parler, quand je t'ai donné des formations, quand je donne des formations, j'apprends autant. Puis que j'ai entendu les gens en soins palliatifs, je les écoutais parler de leur posture face au mourant. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai plus de points communs avec eux dans ma posture qu'avec certains d'autres psychologues. Parce qu'ils sont dans une posture d'accompagnement. Puis accompagner, c'est justement, on pourrait dire que tout ce qu'on a dit tantôt, c'est pour en arriver dans le processus thérapeutique, quel qu'il soit, d'avoir cette posture-là, d'être à côté du patient, d'être au cheveu du patient. Hein, on fait du sur-mesure, on est comme des couturiers sur mesure, on ne fait pas un one size fit for all. Là. Puis il y a comme cet accompagnement-là dans l'écoute, je trouve que c'est un peu, je vais dire ça comme ça, l'aboutissement hein, du processus de psychothérapie. Oui. Puis être à côté, ça veut dire que des fois, on a marché trop vite, on va ralentir. Ben oui, c'est pour ça que tu dis, oui. On va revenir en arrière. L'idée de la marge, d'aller trop vite, trop proche, trop loin, effectivement. Oui, moi, j'ai toujours ces images-là d'être à côté, puis hop, là, je suis plus à côté, je tire dessus, là. Exact. Là, je tire, ça ne fonctionne pas, là. Je tire sa plante pour qu'elle pousse plus vite. Sa plante, ça ne pourra pas marcher. Je peux juste être un tuteur, mettre un peu d'eau et Exact. arroser. Comme je dis, on fait en psychothérapie, en relation de la relation d'aide, on fait de l'agriculture. De l'agriculture, tu sèmes, tu espères qu'il va faire beau. Des fois, il y a de l'agriculture ou du jardinage. Il y a un petit peu de science, il y a un peu de savoir-faire, puis ça évolue. Ton champ évolue à travers le temps. Des fois, il y a peut-être un petit peu de vacheur pour être capable de le mettre un peu plus fort. Ah, mais je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais,
Euh, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, là, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses, ça me fait évoluer, puis c'est sûr que tout le monde était intervenant. Je pense avoir raisonné à plusieurs niveaux. On a adressé plusieurs éléments. J'ai remis sur quelque chose qu'on a donné au début, là, qui, pour moi, qui était vraiment en fond, qui est la relation entre le cœur et la tête. C'est cette relation-là entre les deux, elle est centrale dans beaucoup de choses que vous avez dites, parce qu'il y a la théorie qui est là. Donc, comme ça, on parle un peu plus à notre tête, mais en même temps, il faut être capable de savoir qu'est-ce que ça fait résonner chez nous, et savoir qu'on n'est pas seul, d'être capable d'aller chercher les autres lorsqu'on a besoin, pour être capable de sentir qu'on y a toute une équipe derrière, et nous, être capable de nous réguler aussi à travers ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin à partager à nos auditeurs? Ouais. Je trouvais ça beau, qu'est-ce que tu disais, Ben je oui, comprends c'est ce qu'on avait dit ici. C'était comme tu as tout rappé ça, là. C'est bon. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Alexandre, merci Marie-Josée. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous qui nous écoutez, si jamais vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder, que vous dites ah oui, on peut parler de ça, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus loin par rapport à certaines idées abordées ou des nouvelles idées, on est toujours à l'écoute. Vous allez savoir comment trouver ça. Donc, merci beaucoup et au plaisir de se reparler. Au revoir.